La région située entre le Rhin et l'Elbe est un élément indissociable et crucial du paysage politique de l'Europe depuis près de 2000 ans. Depuis la défaite de Publius Quintilius Varus à la bataille de la forêt de Teutoburg, contre une coalition de tribus germaniques en l'an 9, en passant par l'État des Francs orientaux, créé par le traité de Verdun en 843, puis par le Saint-Empire romain germanique et l'Empire de Bismarck, qui ont conduit au Reich d'Hitler, dont les cendres ont fait naître l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre d'Adenauer, pour finalement aboutir à l'Allemagne actuelle de Merkel et Scholz. Au cours de ces nombreux siècles, telle une marée montante et descendante, l'Allemagne a connu de nombreux moments de gloire et de puissance, mais aussi de déclin et d'humiliation. Le dernier de ces moments a eu lieu en 1945. Depuis lors, l'Allemagne s'est engagée sur une voie d'une croissance continue et rapide, qui reposait sur 4 piliers et qui vient d'atteindre un point culminant. Aujourd'hui, c'est tout le modèle de développement allemand qui est remis en question. Bienvenue dans le rapport des années 20. Les exportations sont le moteur de l'économie allemande. C'est un cliché, mais il faut le souligner d'emblée. Des entreprises telles que Volkswagen, Mercedes-Daimler, BASF ou Siemens ont une influence extraordinaire sur les actions du gouvernement allemand. Surtout lorsqu'il est question de la politique étrangère de Berlin. L'économie allemande repose sur les entreprises industrielles. Sur les 30 plus grandes entreprises allemandes, plus de 20 dépendent de 2 variables qui sont directement influencées par la politique étrangère du gouvernement allemand. Il s'agit tout d'abord des politiques d'exportation, qui consistent à créer des conditions commerciales favorables à la vente de produits allemands, par exemple en Chine ou au sein de l'UE. Deuxièmement, il s'agit de l'énergie, qui est le fondement de la compétitivité de l'industrie allemande. Par ailleurs, les quelques entreprises restantes sur les 30 mentionnées sont des organisations au service de l'efficacité de l'industrie allemande à l'intérieur même de l'Allemagne. Elles sont donc aussi inextricablement liées à la politique étrangère de Berlin. Après les énormes pertes subies pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, dont le moral était au plus bas, se trouvait dans un état d'effondrement économique total. Selon le projet Madison, en 1945, la société allemande d'après-guerre était aussi riche que celle de 1880. Les Alliés, qui se souviennent encore des 2 guerres mondiales déclenchées par les Allemands et du génocide perpétré lors de la dernière, veulent, en signe de désapprobation ultime, plus ou moins rayer l'Allemagne de la carte. Le plan Morgenthau, du nom du secrétaire américain au Trésor de l'époque, Henry Morgenthau Jr., prévoyait le démembrement territorial de l'Allemagne et le démantèlement de son potentiel industriel, de sorte que le pays devienne effectivement un paria et une sorte de grande terre agricole. Néanmoins, bien que le plan ait d'abord connu un certain succès, il s'est rapidement effondré. En effet, Washington s'est rendu compte qu'une Allemagne de l'Ouest forte et reconstruite serait bien plus utile, comme tampon et bouclier, et peut-être même comme épée, contre la nouvelle puissance de l'Union soviétique. Les Allemands, du moins les Allemands de l'Ouest, bien qu'ils aient perdu la guerre, l'ont en fait gagné, ou du moins se sont retrouvés du bon côté après la guerre. Contrairement aux Tchèques et aux Polonais qui ont gagné, mais se sont retrouvés du mauvais côté de la guerre. Il s'agit là d'un des exemples plus clairs de l'immoralité totale de la géopolitique. Au lieu du plan Morgenthau, l'Allemagne a bénéficié du plan Marshall, auquel elle a été admise en 1949. Il convient toutefois de noter que ce plan n'a pas eu d'influence décisive sur la croissance de l'Allemagne dans l'après-guerre. 1 an plus tard, le démantèlement de l'industrie allemande par les Alliés prend fin, tandis que l'Allemagne de l'Ouest devient l'un des pays fondateurs de la communauté européenne du charbon et de l'acier. En 1955, l'Allemagne de l'Ouest adhère à l'OTAN. Ainsi, en 10 ans, la situation internationale du pays rhénan a fait un virage de 180 degrés et a jeté les bases de sa croissance future. Les 2 premiers piliers de la politique étrangère allemande apparaissent également. Le premier est la réapparition de l'industrie manufacturière allemande et l'expédition de produits Made in West Germany dans le monde entier. Le second est la dépendance à l'égard des États-Unis en matière de sécurité que les Américains ont tout simplement imposé aux Allemands. Ce pacifisme imposé, l'orientation industrielle et l'ouverture aux marchés européens et mondiaux ont entraîné une croissance économique rapide. Le Wirtschaftswunder, ou miracle sur le Rhin. Rien qu'entre 1950 et 1960,
le pouvoir d'achat des Allemands a augmenté de 73%. Dès lors, l'Allemagne de l'Ouest possède l'une des économies les plus fortes du monde. 30 ans plus tard, l'Union soviétique s'effondre et la réunification de l'Allemagne devient une réalité. Les responsables politiques allemands n'hésitent pas à y voir un potentiel à multiples facettes. Il convient ici de souligner au moins 3 phénomènes qui se chevauchent presque complètement. Tout d'abord, dès 1990, les premières négociations ont été entamées pour que les pays situés à l'est de l'Allemagne rejoignent l'Union européenne, ce qui, 14 ans plus tard, a donné lieu à la plus grande expansion de l'UE. L'industrie allemande, qui dispose depuis longtemps d'un avantage comparatif en matière de savoir-faire et de capital, a rapidement pénétré ces marchés en créant une base industrielle de composants simples desservant le noyau situé sur le Rhin. D'autre part, cela a permis aux pays sous-développés d'Europe centrale et orientale, après 5 décennies de régime communiste, de prendre leur essor économique. Les pays du V4, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, constituent la zone commerciale la plus importante du point de vue de l'Allemagne. Actuellement, les échanges avec ces 4 pays dépassent de loin ceux de Berlin avec la Chine, le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne. Une seconde chance s'offre également aux hommes politiques et aux industriels allemands. Bien que théoriquement du jour au lendemain, la Russie se transforme en démocratie, ce qui est essentiel pour l'industrie allemande, grande consommatrice d'énergie. Les exportations de gaz naturel de l'Union soviétique vers l'Allemagne de l'Ouest ont commencé dès les années 1970. Les Allemands ont aidé les Soviétiques à construire leur industrie d'extraction du gaz et, en retour, ont reçu du gaz à des conditions préférentielles. En conséquence, le système de paiement était conçu pour donner au gaz un avantage concurrentiel par rapport aux autres combustibles dans le secteur énergétique allemand. Sous des bannières différentes, mais avec les bases d'une coopération déjà établie, les 2 pays sont entrés dans une nouvelle réalité dans les années 1990. De 1990 à 2020, les exportations de gaz de la Russie vers l'Allemagne ont triplé, passant de 20 milliards de mètres cubes à 60 milliards de mètres cubes. Toutefois, la nouvelle réalité post-soviétique a également créé de nouveaux problèmes pour le rapprochement germano-soviétique et, plus tard, germano-russe. Les gazoducs par lesquels l'Allemagne s'approvisionnait en gaz traversaient désormais le territoire de nouvelles entités, l'Ukraine et la Biélorussie, ainsi que ceux que Moscou ne contrôlait plus, c'est-à-dire la Pologne. La Russie voulait priver ses voisins de ce moyen de pression sur sa politique. L'Allemagne voulait renforcer la compétitivité de son industrie grâce au gaz russe bon marché. Le résultat de cette cohérence d'intérêts a été le gazoduc Nord Stream, rejoint par la suite par Nord Stream 2. Ces projets ont pris de l'ampleur malgré les années d'opposition de la part de l'Ukraine, des États-Unis et des États alliés de l'Allemagne au sein de l'UE, notamment la Pologne et les États baltes. Les 2 projets visaient à détourner tout le gaz russe des gazoducs du Sud, c'est-à-dire des gazoducs Yamal et Brotherhood, vers les gazoducs offshore Nord Stream. En contournant les pays problématiques, le gaz russe devait être acheminé vers l'Allemagne et, selon la vision de Berlin, distribué au reste de l'Europe. Ces 2 projets, d'abord présentés comme purement commerciaux, seront plus tard cités comme des pièces angulaires de l'invasion russe de l'Ukraine. C'est ici qu'intervient le 3e événement marquant qui a façonné la politique allemande telle que nous la connaissons aujourd'hui. En 2001, la République populaire de Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Le pays le plus peuplé du monde s'est totalement ouvert aux produits, aux usines et aux financements occidentaux. Au moment de cette adhésion, les exportations allemandes vers la Chine s'élevaient à environ 10 milliards de dollars. Pourtant, dès 2002, Volkswagen a établi un record en vendant 513 000 véhicules en Chine. 20 ans plus tard, les exportations allemandes vers la Chine ont été multipliées par 12 et s'élèvent aujourd'hui à 120 milliards de dollars. Les importations allemandes augmentent encore plus. Aujourd'hui, les échanges commerciaux entre les 2 pays s'élèvent à 245 milliards d'euros. Tous les événements des 2 dernières décennies sont principalement dus à un acteur, ou plutôt une actrice, Angela Merkel. Pendant 16 ans, la chancelière allemande a poursuivi de son mieux l'intérêt national allemand. Les 4 piliers de la réussite allemande ont fonctionné comme une machine bien huilée. À l'est, les géants de l'industrie allemande ont créé un hinterland géographiquement proche de main-d'œuvre bon marché et de puissance intellectuelle. Le gaz russe, négocié par Merkel, a coulé à flot dans le nord du pays. L'industrie allemande a pénétré le marché réceptif de la Chine. Et tout cela se passait comme 70 ans plus tôt, sous le parapluie de la sécurité américaine, malgré l'opposition catégorique de Washington à la construction des gazoducs Nord Stream et au rapprochement de l'Allemagne avec la Chine.
C'est donc avec le sentiment du devoir accompli qu'Angela Merkel s'est retirée le 8 décembre 2021. Il semblait que le cap stratégique de l'Allemagne était parfaitement calibré et que les successeurs de Mutti Merkel n'avaient qu'à poursuivre la politique de leurs prédécesseurs. 2 mois plus tard, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a éclaté, qui changea tout. Si l'on devait évaluer la politique du gouvernement Merkel sous l'angle de l'intérêt national, il est fort probable qu'elle obtiendrait les meilleures notes possibles. Accroissement de la richesse de la population, croissance de l'influence régionale et mondiale, augmentation constante de la compétitivité vis-à-vis de ses voisins, sans exagérer les antagonismes. Tel aurait été le bilan si nous l'avions réalisé avant le 23 février 2022. Mais l'histoire ne s'arrête jamais, et le bilan de la politique de Berlin doit être aujourd'hui beaucoup plus sévère. Revenons donc au début et examinons comment les 4 piliers de la politique allemande, mentionnés précédemment, se présentent dans la nouvelle réalité. Tout d'abord, le protectorat américain. D'abord forcé, ce protectorat s'est avéré un sauveur pour Berlin, qui disposait désormais d'un fondement idéologique pacifiste. L'Allemagne investit dans l'industrie de la défense, mais uniquement dans une optique d'exportation, ce qui est confirmé par des dépenses militaires dramatiquement faibles. Pendant les années de son hégémonie, Washington n'a pas prêté trop d'attention à cette dépendance inversée. Cependant, lorsque les Américains ont commencé à ressentir la pression de la Chine et de la Russie, Washington s'est rendu compte que c'était l'Allemagne, et non eux, qui bénéficiaient du statu quo actuel. De plus, Berlin, au mépris des Américains, se rapproche de plus en plus de Moscou et de Pékin. Même avant la guerre, la Maison-Blanche a probablement eu plusieurs entretiens de réprobation avec l'Allemagne, car la rhétorique de Berlin changeait parfois, comme l'a montré le discours pro-américain d'Annegret Kramp-Karrenbauer. Néanmoins, Berlin en général a essayé de s'installer dans une zone de confort, celle de l'Amérique, de la Chine et de la Russie. Mais qu'est-ce que la guerre a révélé? Berlin a été surpris de découvrir que son armée ne représentait pas une valeur de combat sérieuse et a rapidement annoncé un investissement de 100 milliards d'euros. Mais, plus douloureusement encore, Berlin a rapidement réalisé à quel point la sécurité de l'Allemagne dépendait des Américains. Entre-temps, l'absence d'une véritable puissance militaire en période de turbulence, comme celle de la décennie actuelle, dégrade gravement la capacité de l'Allemagne à influencer la région. Hormis une modeste assistance militaire et financière, l'Allemagne n'a pratiquement eu aucune influence sur les événements en Ukraine jusqu'à des événements plus récents. L'évaluation des 2e et 3e facteurs, la sphère d'influence allemande en Europe centrale et orientale et la dépendance à l'égard du gaz russe, doit être examinée conjointement. Il est déjà clair que le pari total sur le gaz russe a été un échec spectaculaire. Contrainte par la pression mondiale et par son opinion publique, l'Allemagne a annoncé qu'elle renoncerait au gaz russe d'ici à la mi-2024. La dépendance à l'égard de la Russie a fait peser une lourde menace non seulement sur l'Europe, mais aussi et surtout sur l'industrie allemande, la prunelle des yeux de tous les chanceliers, et en particulier de Madame Merkel. Cette subordination au Kremlin a fait et continue de faire hésiter Berlin pendant la guerre actuelle. Les hommes politiques de la jeune génération, moins liés à l'establishment industriel, tels que la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, appellent à une approche ferme vis-à-vis de la Russie. Néanmoins, l'Allemagne est encore dominée par le Parti du commerce avant tout, dont le principal représentant est Olaf Scholz. Le chancelier tente verbalement de déclarer autant d'aide que possible à l'Ukraine, tout en retardant bureaucratiquement de plusieurs mois l'aide militaire annoncée. D'autres politiciens mercantilistes appellent même au retour immédiat du gaz russe en Allemagne dès la fin de la guerre. Cette politique de Berlin est observée avec une grande désapprobation en Pologne, en Ukraine et dans les États baltes, entre autres. À tel point que Varsovie et Kiev ont commencé à réfléchir à la création d'un bloc d'États d'après-guerre, dont l'intérêt unifié serait de dissuader la Russie en s'appuyant sur la projection de puissance anglo-américaine et en parlant d'une voix commune et plus forte sur la scène internationale. En fonction des nations qui rejoindraient l'Alliance, nous parlons d'un potentiel de 80 à 100 millions de personnes, soit une démographie équivalente, voire supérieure à celle de l'Allemagne. Si l'on fait abstraction des chances de succès d'un tel projet, un tel arrangement est inévitablement jugé par les cabinets allemands comme une menace pour leur position dominante dans la région. Alors que 2 piliers de la politique allemande vacillent sur leur fondation et que le 3e, l'énergie, s'est complètement effondré, Berlin tente de sauver le 4e. Le fait qu'il repose, comme la Russie, sur un régime autoritaire n'arrange rien. La fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre 2022
ont montré l'hommage de l'Allemagne aux Chinois. Tout d'abord, le gouvernement allemand a autorisé le géant chinois COSCO à acquérir une participation de 24,9% dans l'opérateur de terminaux de Hambourg, HHLA. Le fait que l'achat approuvé soit moins important que prévu, il devait être de 35%, et qu'il ne donne pas aux Chinois une voix prépondérante dans les décisions stratégiques, n'a rien changé au dégoût. Le chancelier Scholz, ancien maire de Hambourg, a pris cette décision malgré les objections des partenaires de la coalition et de 6 ministères. Le ministère des Affaires étrangères, dirigé par Annalena Baerbock, a souligné que l'investissement développait de manière disproportionnée l'influence chinoise dans le système d'infrastructure allemand et européen et augmentait la dépendance de Berlin à l'écart de Pékin. Tout cela intervient à un moment où une grande partie du monde occidental signale une perte de confiance croissante à l'égard de la Chine. Un peu plus d'une semaine plus tard, M. Scholz s'est présenté en Chine, accompagné d'un entourage de 12 PDG de géants de l'industrie allemande, dont Volkswagen, Siemens et BASF. M. Scholz s'est rendu en Chine alors qu'il aurait dû rencontrer Xi Jinping au sommet du G20 peu après. Le problème est que malgré quelques actes de défiance, les actions de Berlin sont encore une fois unidimensionnelles et impliquent la subordination complète des intérêts au régime suivant. Pékin n'a jamais caché son intention d'occuper Taïwan, pacifiquement ou non. Que se passerait-il en cas d'invasion de l'île? Les investissements allemands dans l'empire du milieu et les chaînes d'approvisionnement qui en découlent représentent des centaines de milliards d'euros. À lui seul, Volkswagen possède plus de 40 usines en Chine et BASF, dans la province de Guangdong, a annoncé des investissements de 10 milliards d'euros rien que cette année, tandis qu'Audi et BMW investissent également massivement en Chine. La politique étrangère de Berlin est principalement guidée par les intérêts de son industrie. À première vue, ce n'est pas nécessairement une mauvaise voie, car une industrie forte est synonyme d'une société riche. Et à travers ce prisme, une évaluation de la politique allemande jusqu'au 23 février 2022 serait excellente. Mais l'histoire ne s'arrête jamais. Ce qui s'est passé le lendemain et dans les mois qui ont suivi nous oblige à conclure qu'après 30 ans, la politique allemande est au bord du gouffre. Presque tous les domaines critiques de l'État ont été subordonnés à des acteurs étrangers et en dépendent. La sécurité, c'est l'affaire des Américains. L'énergie, des Russes. Le commerce et l'industrie dépendent de la Chine et des pays d'Europe centrale et orientale qui perdent rapidement confiance en Berlin et envisagent de créer leur propre centre de pouvoir. Cela s'est produit alors que Berlin disposait de voies alternatives et du potentiel pour les développer, mais, poussé par l'appel mercantiliste du profit sans fin, il a choisi de les ignorer. Angela Merkel porte la plus grande part de responsabilité dans cet état de fait, mais heureusement pour elle, et malheureusement pour Scholz, la facture de ce désastre a été retardée. Aujourd'hui, Scholz tente de sauver la situation, mais ce sauvetage n'est pas différent des actions qui ont créé ce problème en premier lieu. L'histoire de l'Allemagne au cours des 30 dernières années nous montre une chose. Le gouvernement mercantiliste, dont la politique étrangère est axée uniquement sur le soutien de l'industrie nationale, est une voie dangereuse. Oui, en période de prospérité et de pilotage géopolitique automatique, une telle politique a servi l'industrie allemande et a alimenté une société riche. Cependant, le problème d'une telle stratégie réside dans la divergence des horizons et des perspectives de l'État et des entreprises. L'État-nation a pour objectif de veiller au bien-être et à la sécurité de ses citoyens sur l'horizon temporel le plus longtemps possible et d'anticiper les différentes situations susceptibles de découler des politiques menées par l'État sur une période de 20, 50, voire 100 ans. En revanche, une entreprise, en particulier une entreprise de la taille des hégémons allemands, peut avoir des stratégies à long terme, mais elle privilégie le profit, ici et maintenant. L'Allemagne a donc repris les objectifs de ses leaders industriels en ignorant les nombreux risques géopolitiques à venir, qui ne sont souvent pas pertinents pour les acteurs non étatiques. Malheureusement, les actions du chancelier Scholz concernant la Chine ou l'énergie nucléaire montrent que l'Allemagne continue de penser en termes de l'ère précédente de Wandel durch Handel. Le commerce apporte le changement.